Lucas, on a entendu le colloque singulier, la technologie, le patient. Vous êtes l'ordre, donc vous donnez le là en quelque sorte. Vous êtes vice-président d'Ordre des médecins, délégué général au système d'information en santé. Donc quel est votre regard par rapport à ces évolutions que craignent certains et qui font peut-être faire le grand écart à d'autres? Alors exceptionnellement, vous avez des slides parce que Philippe m'avait imposé les slides, donc j'espère qu'elles vont apparaître. Je trouvais qu'il y avait déjà dans le titre quelque chose qui orientait comment l'éthique bouleverse-t-elle le colloque singulier. Si bien que, si je peux avoir la diapositive suivante, je me suis demandé si les technologies de l'information et de la communication bouleversaient le colloque singulier. Et ce que je viens d'entendre de la part de ma consoeur tendrait à démontrer que non, puisque alors que vous donnez la primauté à la clinique plus qu'au colloque singulier d'ailleurs, vous dites que les technologies de l'information et de la communication peuvent venir le compléter. Le terme de colloque singulier, d'ailleurs, contrairement peut-être à ce que certains d'entre vous peuvent penser, ne remonte pas du tout à Hippocrate, et je ne sais pas comment ça se traduit en grec. C'est Georges Duhamel qui, en 1937, a évoqué ce sujet-là. L'ordre n'existait pas à l'époque, puisque, vous le savez, il a été créé dans des années sombres de notre histoire et reconstitué en 1945. C'est-à-dire que de 1937, création du colloque singulier, à 1947, comme vous le savez, l'histoire de la médecine et l'histoire du monde ont été traversées par d'épouvantables barbaries. Si bien que je voulais dire que quand on manipule les concepts, il faut quand même faire aussi un peu attention et à les replacer dans des perspectives historiques. Et c'est en ce sens d'ailleurs que et que je le dis déjà d'ailleurs depuis un certain temps, aujourd'hui, que recouvre le colloque singulier. Le colloque singulier, un peu comme vous l'avez exprimé, chers consoeurs, c'est un patient dans une situation particulière, à travers d'ailleurs votre spécialité maintenant de médecine manuelle et d'ostéopathie, mais beaucoup de patients, comme mon ami Gérard Raymond, sont atteints de pathologies chroniques. Et que donc le colloque singulier, aujourd'hui, c'est toujours un colloque, mais il se déroule au sein d'une équipe de soins. Ceci d'ailleurs rejoint un peu les aspects de financement qui ont été évoqués lors de la première table ronde, mais je n'ai pas à m'étendre sur ce sujet-là, puisque le directeur général de l'assurance maladie a vaguement évoqué quand même, avec les partenaires syndicaux qui sont dans la salle, quelles évolutions pourraient être prises en ce sens. Il faut espérer que ça va se réaliser, parce que ça fait au moins une dizaine d'années, si ce n'est plus, que j'entends parler de ces forfaits au niveau de l'équipe de soins. Mais en quoi est-il singulier? Il est singulier parce que c'est une personne qui est au sein du colloque. Je trouve d'ailleurs qu'il est un peu prétentieux que quand on discute avec quelqu'un, fût-tel un patient, on dit « je fais un colloque ». Les colloques, c'est un dialogue. Les colloques, c'est quand on est plusieurs, et ça s'applique très bien à l'équipe de soins. Il est singulier puisqu'il est centré sur 4 principes éthiques, et non pas 3 comme c'est écrit: l'autonomie et la dignité de la personne, la bienfaisance du professionnel et la non-malfaisance, et enfin la justice. Et quand on parle du numérique, on ne pourra rien faire en matière de numérique s'il n'y a pas du haut débit territorial partout. Et on a centré d'ailleurs le sujet au niveau des territoires, y compris pour les territoires de soins numériques. S'il n'y a pas de haut débit, il n'y aura pas de soins numériques. Et c'est donc une priorité éthique, appliquée d'ailleurs à la médecine, pour faire de la télémédecine, que le territoire soit câblé. Je peux avoir la diapositive suivante. Alors, quelle nouvelle technologie? Gérard Raymond a eu la perfidie de dire tout à l'heure que nous avions fait un colloque sur Internet, c'est-à-dire l'information 1.0, et je remarque d'ailleurs que c'est toujours florissant. Si vous tapez sur un moteur de recherche
n'importe quelle maladie, vous allez voir apparaître en tête de gondole Doctissimo, ce qui fait d'ailleurs probablement la fortune de Laurent Alexandre, qui lui permet de s'exprimer maintenant, qui a fait sur d'autres sujets. Il l'a vendu. Hein. Il l'a vendu, non, mais je sais, c'est bien pour ça qu'il l'a vendu. Celui du Monde 2.0. Moi, qui suis un utilisateur de Twitter, je suis frappé de voir des médecins entre eux, à travers le hashtag DocTocToc, qui se demandent des conseils. Alors, il n'y a pas l'identité du patient, parfois il y a l'identité du médecin, et la rapidité avec laquelle ils obtiennent une solution pertinente à l'interrogation qu'ils se posent. Ce sont généralement d'ailleurs des médecins généralistes, souvent un peu isolés, parce que lorsqu'ils travaillent en groupe ou en structure, ils peuvent se poser la question entre eux. Mais il y a également des patients qui interviennent, et il existe actuellement, vous le savez, une violente polémique sur les réseaux sociaux au sujet de la nouvelle formule du lévothyrox, qui donne quasiment beaucoup plus de maladies qu'il n'en traite finalement, hein, si j'en crois les réseaux sociaux. Ceci étant, peut-être que l'intelligence collective n'a pas totalement tort et que peut-être existe-t-il des éléments à retenir de ces échanges. En tout cas, nous, médecins, nous ne pouvons pas les ignorer, puisque sinon, nous passons à côté du sujet. Alors là, j'ai mis la troisième assertion, et peut-être un peu fausse. Les médecins n'ont pas encore tous intégré l'informatisation des dossiers. Il existe encore des cabinets médicaux non informatisés et qui se contentent d'ailleurs pas toujours, mais de la télétransmission des feuilles de soins. C'est d'ailleurs très étonnant parce que régulièrement la presse met ses médecins en avant. La dernière est une femme qui a 87 ans, vous l'avez lu probablement, et qui exerce toujours et qui voit 10 personnes par jour et qui n'a pas informatisé son cabinet. Il est très vraisemblable qu'il n'y aura pas de successeur ou de successeuse dans ce cabinet. Et que fait l'ordre ? Je vais vous en parler, Philippe. Je vais vous en parler. Nous avons des moyens de thaumaturge, vous savez bien, il suffit qu'on fasse comme ça pour résoudre les problèmes. Les accès aux messageries, les promesses de la télémédecine, les applis et les objets connectés. Moi, je vais vous faire remarquer que les URPS s'intéressent à ce sujet-là depuis peu. J'ai publié pour le Conseil de l'Ordre le premier ouvrage en 2009, ça va donc faire bientôt 10 ans, et certains d'entre vous m'ont dit à ce moment-là, mais enfin, pourquoi tu ne t'intéresses pas à autre chose ? Il y a des choses vachement plus importantes que tout ça. Je note toutefois maintenant que la télémédecine devrait être intégrée dans les pratiques professionnelles et il faut les intégrer dans les parcours de soins. C'est ce qu'a laissé entendre d'ailleurs le directeur général de l'assurance maladie. On verra bien ce qu'il y aura dans le PLFSS, mais il faut que la pratique de télémédecine soit débarrassée des lourdeurs du décret de 2010, ce qui est une réponse d'ailleurs à ma consoeur de Mayenne, je crois, ou de je ne sais plus qui parlait de dermatologue en tout cas, qui s'exprimait tout à l'heure. Il faut effectivement déverrouiller le sujet et qu'un dermatologue puisse faire de la téléexpertise à la demande du médecin de premier recours sur ce que l'on appelle, nous, un bouton, mais qui nécessite un diagnostic beaucoup plus affiné de la part du dermatologue. Le Conseil de l'Ordre, cher Philippe, a publié en 2016, début 2016, sur le fait qu'il fallait modifier le décret télémédecine et qu'il fallait également modifier l'article 53 du Code de déontologie médicale qui dit actuellement que le simple avis ou conseil donné par téléphone ne peut pas donner lieu à rémunération. Or, le téléphone fait partie des technologies de l'information et de la communication. Et alors que nous nous esbignons encore sur ces sujets-là, que les applis et les objets connectés, y compris d'ailleurs ce que Apple peut fournir, suscitent des fantasmes sur les libertés individuelles, on voit apparaître le monde des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Sur l'intelligence artificielle, je vous dirais toutefois que cette intelligence n'est intelligente que si les données qu'on lui fournit sont bonnes. Puisque si on la nourrit avec de la daube,
l'intelligence artificielle sera stupide. Or, il faut savoir que 30% des publications médicales actuellement sont erronées et comprennent des données erronées. C'est donc la qualité de la data, la qualité des données qui nourrira les algorithmes et l'intelligence artificielle. Nous publierons d'ailleurs là-dessus, et comme il faut 10 ans à peu près après notre publication pour que les gens s'y intéressent, dans 10 ans, je ne pourrai malheureusement, probablement pas revenir vous en parler. La diapositive suivante. Alors, je voudrais aussi... il est vrai que Gérard, dans l'intimité, m'appelle Dieu, parfois, mais enfin bon. Tu l'as cherché, celle-là. Le secret médical. Il faut modifier notre disque dur lorsque l'on parle du secret médical. Le secret médical couvre les informations qui concernent l'état de santé du citoyen et sa situation médicale. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais la situation médicale n'est pas seulement connue du médecin au sein d'une équipe de soins, cette équipe de soins étant d'ailleurs formalisée depuis la loi santé. Et avant même la loi santé, comme vous le disiez d'ailleurs, vous travaillez en coopération avec d'autres professionnels, y compris d'autres médecins, et vous échangez nécessairement des informations. Il faut donc parler de secret professionnel du médecin. C'est d'ailleurs ce qui figure dans le code de déontologie médicale. Vous pouvez chercher dans le code de déontologie médicale, dans la partie réglementaire, on ne parle pas de secret médical. Il faut donc parler de secret professionnel, de l'ensemble des professionnels, et bien évidemment, dans ce monde dans lequel nous allons, si je peux avoir la diapositive suivante, dit que le secret qui couvre les données médicales du citoyen n'entrave pas les échanges et les partages de données de santé au sein de l'équipe de soins sous le régime du consentement ou de la non-opposition du patient. Et j'ai vu que le directeur général de l'assurance maladie avait également dit que ces modifications dans les organisations passeraient nécessairement par des systèmes d'information partagés. Elisabeth Hubert avait produit un très beau rapport, ça fait également près d'une dizaine d'années, un peu moins, Elisabeth. 7 ans, oui, 7 ans, voilà, ça fait quand même 7 ans, et ce rapport, malheureusement, n'a pas prospéré, évoquant d'ailleurs à l'époque des... En dehors, dans 3 ans, évoquant d'ailleurs des niveaux de rémunération qui étaient basés d'ailleurs sur des aspects à l'acte, mais qui étaient variables selon les circonstances. La sécurité juridique est assurée par les obligations de la loi. Donc on entend beaucoup trop parler, à mon sens, en matière de numérique, mais pas que de numérique, le problème de la responsabilité. Mais si vous voulez faire de la médecine libre, elle doit nécessairement engager votre responsabilité. Et il ne faut donc pas mettre en avant les risques, les assureurs d'ailleurs en responsabilité civile l'assurent, y compris en matière de télémédecine, avant d'en voir les bénéfices. La sécurité informatique et la protection des données est une exigence déontologique, et j'observe malheureusement qu'un certain nombre de confrères, y compris d'ailleurs, surtout peut-être même dans le secteur hospitalier, ne l'assurent pas, puisque l'ordinateur qui comprend le dossier est constamment ouvert, et pour plus de sécurité, le code avec l'identifiant est affiché par un scotch sur l'écran de l'ordinateur. Alors arrêtons entre nous de parler de secret médical et de la prééminence du secret médical, puisque à peu près 50% du corps médical dans le secteur hospitalier ne l'applique pas. Je ne sais pas trop combien d'ailleurs veillent à la sécurité des systèmes d'information dans les structures de regroupement des professionnels, mais ça doit être à peu près pareil. Or là, il y a un véritable effort à faire. La diapositive suivante, c'est l'ordre en tant qu'organe régulateur qui parle, mais il faut bien évidemment simplifier les pratiques professionnelles. Et la carte CPS, actuellement, est devenue totalement inadaptée. Le décret confidentialité qui devait être publié en 2007 ne l'a jamais été. Nous sommes en 2017 et il faut trouver d'autres moyens d'identification. Vous m'avez dit tout à l'heure que TSN avait permis de souligner d'ailleurs l'importance de ce sujet. Les données et les technologies, les bases de données des structures de soins
devrait avoir des accès identifiés avec une traçabilité des accès. Et là, par contre, il y a une responsabilité très lourde si un jour il y a une fuite de données qui se produit d'un cabinet libéral ou d'un établissement hospitalier. Un autre sujet, c'est l'exploitation des données dans les bases publiques. C'est ce que l'on appelle la logique de l'open data. D'ailleurs, pour ça que malheureusement, je ne serai pas là demain. J'aurais vraiment beaucoup aimé rester, car je dois aller à l'Institut national des données de santé. Et enfin, cher monsieur, l'exploitation des données collectées et stockées dans des bases privées, que j'ai appelées GAFA, on pourrait y ajouter Microsoft. Il faut retirer le A. Oui, attendez. Le premier ou le second ? Je veux quand même là introduire une polémique philosophique. Vous dites que Apple, lui, ne vend pas les données. Par contre, il fournit une application, et si l'application est gratuite, c'est bien que c'est celui qui la charge qui en est le produit. Je veux dire par là, non mais vous pourrez vous défendre, la parole était toujours à la défense en dernier, mais je veux dire que vous incitez les citoyens à compter leur nombre de pas et à les transmettre eux-mêmes, s'ils le veulent, ils exercent leur liberté, à un assureur pour avoir une diminution de la prime. Ça n'est pas à nous, mes chers consoeurs et mes chers confrères, de résoudre ce problème-là. Ce problème-là est un problème citoyen. Nous pouvons, nous, attirer l'attention de nos patients sur le risque que cela comporte, mais ça n'est pas à nous de le résoudre. Et je vais vous dire deux choses. Le premier, c'est qu'on a fait une étude sur la jeune génération des lycéens qui allaient passer le bac. Et on leur a posé cette question. Et ils ont dit, mais moi, je ne vois pas pourquoi je paierais plus cher alors que moi, je n'ai pas de risque. Et je suis prêt à donner mes données si j'ai une diminution de la prime. Ce qui me rappelle une pensée de Marianne Frison-Roche, professeure de droit public et sur la propriété intellectuelle, qui disait dans un document que le Conseil national avait d'ailleurs publié, ça fait même un peu plus de 10 ans, puisque c'était Bernard Glorion qui le présidait à l'époque, et qui disait que nos sociétés sont tellement fascinées par les technologies qu'elles en arrivent elles-mêmes à abdiquer les libertés qui auraient pourtant pu s'épanouir en leur sein. Et elles abdiquent leur liberté. Pourquoi ? En disant ça va me coûter moins cher, je ne vois pas pourquoi, je ne le ferai pas. Moi, j'ai interrogé mes enfants, qui ne sont pas, comme vous voyez mon apparence, ils sont plus tout jeunes, ils sont majeurs et vaccinés, ils ont même des enfants. Ils me disent, mais enfin, tu nous barbes avec la protection des données. Moi, j'en ai rien à faire que mes données soient partagées. Ils ont 40 ans. Donc, interrogez votre entourage, interrogez les jeunes médecins, parce que je me suis dit de qui je vais intervenir devant des personnes étant dans la pleine force de l'âge, ce qui est le cas. Mais quand on interroge les plus jeunes de nos confrères, ils n'ont pas du tout le même regard et ils attendent des modifications radicales dans l'organisation, notamment en premier recours. Et donc pour vous, il y a un risque ? Il y a un risque. De partage des données vis-à-vis d'un assureur, par exemple ? Il y a un risque, c'est-à-dire que l'assureur va vous dire à ce moment-là, comme pour votre voiture, il va vous dire, moi je vous décote votre prime si vous démontrez que vous avez un comportement vertueux. Mais le problème, il est citoyen, le problème, il n'est pas médical. Vous pourrez... L'assureur, je ne parle pas de vous, je parle de l'assureur. Apple n'y est pour rien. Alors, diapositive suivante. Non, c'est la dernière. C'est la dernière. Il y a un train qui vous attend. Voilà. À quoi consent le citoyen ? Est-il informé de ce à quoi il consent ? Eh bien, je suis persuadé que non. Puisque quand vous téléchargez une application, vous qui êtes pourtant des citoyens avertis, vous cliquez « J'accepte les conditions générales d'usage » sans même les avoir lues. Donc, le citoyen est-il informé de ce à quoi il consent ? Non. Enfin, après tout, il n'a qu'à s'en prendre à lui. Il faut donc qu'il y ait une campagne publique d'information sur les applis et les objets connectés, non pas pour les faire disparaître, mais pour savoir qu'il y ait une éducation citoyenne, surtout si on parle, cher Gérard, de démocratie sanitaire. Le citoyen abdique-t-il sa liberté dans le monde numérique par la fascination et l'immédiateté ? J'ai le sentiment que oui. Doit-il exister des intérêts d'ordre public ? Ça, c'est le vrai sujet. Des interdits. Vous avez dit intérêts. Des interdits.
des interdits d'ordre public. C'est un lapsus significatif. Des interdits d'ordre public. Je ne vois aucun gouvernement poser des interdits d'ordre public sur ce sujet-là, car on l'accuserait immédiatement, et peut-être pas à tort d'ailleurs, d'exercer une censure sur les libertés individuelles. La Chine, oui, exactement. Mais quand on voit les libertés individuelles qui s'expriment sur Twitter, on pense quand même parfois que l'intelligence humaine a encore des progrès à faire. Philippe, je ne parle pas pour Merci. vous, je parle pas pour toi. J'en ai quand même peut-être une toute dernière, peut-être non, je ne crois pas. Il n'y en a plus. Si, il y en a une encore. Je crois qu'à travers ce que je viens de vous dire, qui est un plaidoyer numérique, vous l'avez bien compris, j'aggrave mon cas, il faut analyser les promesses et les risques sans a priori dogmatique. Et vous avez vu que depuis une dizaine d'années sur ces sujets-là, le Conseil national n'avait pas d'a priori dogmatique. Ce qui ne veut pas dire qu'il accepte tout. Notamment, deuxièmeavis.fr, mon cher Jean-Paul, puisque nous avons débattu à la télévision ensemble sur ce sujet-là et que tu nous reproches de ne pas être suffisamment restrictif. Deuxièmement, il y a toujours des résistances au changement, surtout quand ça change les métiers, les exercices et les organisations. Et d'ailleurs, Brousset, j'en ai terminé sur ce mot-là, appelait Laennec, qui avait inventé le stéthoscope, l'homme au cornet, et disait que cela ne remplacerait jamais un mouchoir de soie entre l'oreille du médecin et le thorax du patient, comme quoi Brousset s'était quand même planté, mais a quand même un bel établissement à son nom à Paris. Laennec, il a perdu. Brousset, c'est fini. Alors, je crois que ce sont des sujets où l'ordre ne prétend pas détenir la vérité, mais des sujets dont il faut débattre, mais il faut arrêter de faire des colloques, il faut arrêter de faire des expérimentations sur un certain nombre de sujets, ça a été évoqué ce matin, je n'y reviendrai pas. Il faut véritablement passer dans ce monde numérique. Les URPS devraient avoir, et M. de la Boulelle l'évoquait, vous êtes une interface naturelle entre les instances et les industriels et les médecins. Merci, Jacques. Et vous devriez donc être le véhicule de cette modernité. Merci. Merci beaucoup pour cette mise au point.